Professeur Engoulevent, bonjour. Oui, je suis donc responsable des soins intensifs au CHRU de Tours. Donc j'ai une activité de cardiologue clinicien sur la partie donc soins intensifs, surtout infarctus du myocarde. Je suis également cardiologue interventionnel et je m'occupe de recherche clinique et de recherche fondamentale depuis assez longtemps. C'est pour ça que je suis également le président du GRRC, qui est la filiale recherche de la Société française de cardiologie. Je travaille notamment depuis des années sur la cardioprotection contre les lésions d'ischémie-reperfusion. Ce profil vous donne toute la légitimité pour répondre à mes questions sur l'étude Circus, dont les résultats viennent d'être présentés, avec un résultat apparemment négatif. Est-ce que je me trompe? Alors, je vais corriger, le résultat, il est neutre. Et donc, Michel Ovis, qui dirige ces travaux depuis des années, dont j'ai été l'élève longtemps, vient effectivement de présenter en session plénière les résultats de l'étude Circus, qui visait à tester l'efficacité d'une injection de cyclosporine intraveineuse au moment de la reperfusion d'un infarctus par angioplastie primaire, et le résultat est neutre, c'est-à-dire que le traitement n'a pas d'effet sur les critères cliniques, mais il n'est pas négatif au sens où il n'a pas d'effet délétère non plus, heureusement, Dieu merci. Une étude neutre, ça donne envie de se remettre en cause, peut-être, à des chercheurs. Est-ce qu'on remet en cause sur le concept de prévention des lésions de la reperfusion, tel qu'il est décrit jusqu'à présent, et qui semble occuper une place importante dans les complications ultérieures de l'infarctus, ou est-ce que c'est la méthode qui a été choisie qui n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur ? Alors, le concept de lésion de reperfusion, il n'est pas remis en cause, je pense, par les résultats de Circus. Il a été largement démontré, à la fois dans des études expérimentales et puis également sur les études faites chez l'homme. Il y a des lésions qui apparaissent au moment de la reperfusion. Elles jouent un rôle important dans la lésion finale qu'on aura sur le myocarde et qui va elle-même prédisposer au remodelage et au pronostic du patient. La question à laquelle on a cherché à répondre ici, c'est comment prévenir ces lésions. Et là, effectivement, en termes d'intervention, on peut se poser des questions vu les résultats de Circus. Je rappelle que la cyclosporine, pourquoi elle était utilisée ici, c'est parce qu'elle a la propriété démontrée également de bloquer l'ouverture du port de transition de perméabilité mitochondriale, qui est un méga-canal situé sur la membrane de la mitochondrie et qui, au moment de la reperfusion, va s'ouvrir alors que normalement il est fermé, et son ouverture va entraîner un certain nombre de phénomènes intracellulaires aboutissant à la mort de la cellule, ce qui est donc à la mort du myocarde au final. Donc on sait que la cyclosporine bloque ce port de transition. Ce n'est pas la seule procédure qui le bloque. Il y a d'autres médicaments, il y a des interventions comme le conditionnement ischémique également. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que bloquer cette ouverture avec de la cyclosporine tel que ça a été fait dans l'étude n'a pas entraîné de bénéfices cliniques. Alors, on peut se demander pourquoi ça a marché sur des modèles expérimentaux, pourquoi ça a marché au moins dans une étude clinique, et puis que finalement, avec toutes les précautions que vous avez certainement prises pour que ça se passe bien, ça ne marche pas. Alors effectivement, dans la majorité des modèles expérimentaux, ça marchait. Pas forcément dans tout, certaines espèces animales n'ont pas forcément les mêmes protéines que nous. Et dans la première étude clinique publiée en 2008, déjà avec l'équipe de Michel Ovis, sur 50 patients, il y avait un bénéfice démontré sur la taille d'infarctus mesuré par l'air sous la courbe des marqueurs de nécrose. Et c'est d'ailleurs cette étude qui a été le fondement de Circus. Simplement, effectivement, entre la première étude et la deuxième, on ne transforme pas l'essai et il y a des différences entre les deux études, notamment, ça a été souligné dans l'éditorial de Derek Unseloy et de Derek Yellon dans le même numéro du New England dans lequel l'étude est publiée aujourd'hui, c'est la préparation de cyclosporine qui n'est pas la même. Alors en quoi c'est pas la préparation de cyclosporine, est-ce que c'est un médicament fondamentalement différent? Comment ça s'est passé? Alors initialement, dans les premières études, à la fois précliniques et puis la première étude clinique, nous avions utilisé la même préparation de cyclosporine que celle utilisée en transplantation, notamment la transplantation cardiaque, mais toutes les transplantations d'organes, qui est une préparation de cyclosporine huileuse qui combine de la cyclosporine avec un adjuvant, le crémophore notamment. Pour
pour les besoins de Circus, nous avions besoin d'avoir un placebo qui ne puisse pas être discerné par l'investigateur pour garantir le double aveugle. Dans la première étude, on ne l'avait pas. Le placebo, c'était du sérum Phi, et il est clair qu'on pouvait bien voir entre une préparation huileuse et une préparation qui ne l'est pas, totalement aqueuse. Donc là, Michel Levis avait cherché des partenaires capables de lui fournir une préparation de cyclosporine indiscernable en termes de placebo. Et donc la société Neurovive a proposé le cyclémulsion, qui est une préparation de cyclosporine dans un composé lipidique. Et il est vrai que les flacons de placebo de cyclosporine sont totalement identiques. On ne peut pas, alors au moment où on l'injecte, savoir ce qu'on injecte chez le patient. Ce que Derek Yellon et Derek Onzeloy ont pointé du doigt dans leur éditorial, c'est que, effectivement, c'est pas la même préparation, que les intralipides utilisés pour faire cette préparation pouvaient également avoir un rôle sur le métabolisme cellulaire, et que éventuellement on pouvait remettre en cause l'efficacité de cette préparation et pas forcément l'efficacité du concept de blocage du port par la cyclosporine. Bon, c'est un avis, moyennant quoi, dans cette cycloémulsion, la cyclosporine arrive quand même dans la cellule. D'accord. Alors donc il y a déjà une première piste qui sera sans doute discutée, qui fera l'objet de beaucoup de réflexions et de travaux. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient aussi flagrantes par rapport à l'étude qui a été même un peu biaisé par la difficulté du double aveugle? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales, puisque ça se situe en 2008 quand même, en 2015? Est-ce que les patients sont les mêmes? Alors, c'est clair, la première étude est publiée en 2008, ce qui veut dire que les patients ont été inclus plutôt dans les années 2005-2007. Là, c'est 2015, avec des patients qui ont été inclus sur la période 2011-2014. Donc, c'est vrai qu'il s'est passé plusieurs années et qu'il y a des différences, puisque en termes de prise en charge de l'infarctus du myocarde, il y a quand même des progrès qui se font. Et notamment, je rappelle dans cette étude, ce sont que des patients revascularisés par angioplastie primaire, ce qui était déjà le cas à l'époque. Sauf que les procédures d'angioplastie primaire ont également évolué. Il y a beaucoup plus de thromboaspiration. La façon de stenter, le type de stent est également différent. Moyennant quoi, il y a une différence importante entre les deux études, c'est la gravité des patients. Pour cette étude, nous avions, c'était un parti pris, choisi de prendre des patients avec des infarctus sévères, c'est-à-dire des occlusions totales de l'IVA, proximale ou moyenne uniquement. La première étude combinait des occlusions de l'IVA ou de la coronaire droite et même quelques circonflexes. Là, il n'y a que des IVA, c'était un critère d'inclusion dans l'étude. Et ce sont donc des infarctus sévères. J'en veux pour preuve que le taux d'événement est très important. Plus d'un quart des patients ont finalement atteint le critère majeur, qui était soit le décès, soit l'aggravation de l'insuffisance cardiaque pendant l'hospitalisation index, soit une réhospitalisation par insuffisance cardiaque, soit une dilatation du ventricule gauche, un remodelage attesté par l'échographie. Donc on est vraiment face à une étude qui a inclus des patients sévères, et on ne peut pas taxer, je dirais, la neutralité du résultat sur le compte d'une étude pas assez puissante avec des patients pas assez graves, ce qui est souvent le reproche qu'on va faire à une étude clinique où les patients vont avoir moins d'événements que prévu. Non, nous on a atteint le nombre d'événements prévus, ce qui renforce l'idée que le traitement n'est pas efficace. Est-ce que ceci remet en cause une publication qui est régulièrement citée, qui nous dit que pratiquement la moitié des dégâts responsables de séquelles cliniques ultérieures sont dus à la reperfusion? Est-ce qu'aujourd'hui, ce chiffre est toujours valable, ou est-ce qu'il commence à dater? Il n'y a qu'une étude finalement qu'on cite tout le temps. Alors, je ne pense pas que ça remette en cause. On a beaucoup de preuves, je dirais, du côté délétère des lésions de reperfusion, notamment avec le Noriflow. Et aujourd'hui, l'imagerie performante comme l'IRM montre bien que des patients pour lesquels on a eu une reperfusion TIMI-3 à la coronarographie, eh bien finalement ont un myocarde qui n'est pas correctement reperfusé à l'échelon notamment microvasculaire, avec des zones hémorragiques. Donc clairement, la reperfusion continue à être un facteur majeur, et dans toutes les espèces on l'a vu, qui représente 30 à 40 voire 50% de la somme, je dirais, du myocarde détruit à la fin. Par contre, ce qu'on peut dire, et ça n'a pas changé, c'est qu'aujourd'hui la recherche n'a pas produit une seule procédure capable chez l'homme, de réduire ces lésions de façon significative. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que Circus est neutre. La bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à travailler pour trouver autre chose.
C'était ma dernière question. Je suppose que Michel Ovise n'est pas homme à se laisser abattre. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous le savez, les cartes qu'il va essayer de jouer maintenant pour essayer d'aller plus loin et ne pas s'arrêter sur ce qui est quand même une déception? Alors, s'arrêter certainement pas. Donc, il y a les équipes françaises coordonnées par Michel Ovise vont continuer à travailler. Et puis d'autres équipes en Europe. Je rappelle d'ailleurs que Circus était une étude européenne puisqu'il y a eu des patients inclus également en Belgique et en Espagne. Nous avons nos collègues britanniques et nos collègues allemands qui travaillent activement. Il y a d'autres études de phase 2 avec d'autres concepts aujourd'hui pharmacologiques qui apparaissent et qui sont prometteurs. On espère qu'ils auront un meilleur avenir que celui qu'aura connu la cyclosporine. Et il y a surtout aujourd'hui, je dirais, plus de voies métaboliques explorées. Je dirais qu'on s'est beaucoup concentré sur le port de transition de perméabilité mitochondriale avec de bonnes raisons, mais aujourd'hui on arrive sur un échec. Mais il y a aujourd'hui d'autres voies à explorer, notamment celle de l'inflammation. Et celle même de ce que j'appellerais l'auto-inflammation ou l'inflammation stérile. Ces patients qui font un infarctus du myocarde déclenchent des phénomènes inflammatoires qui sont délétères pour leur cœur. C'est des phénomènes qui sont proches de ce qu'on rencontre d'ailleurs dans le rejet de greffe. Sauf que là, il n'y a pas de greffe, c'est le cœur natif qui est agressé par le système inflammatoire après avoir été, entre guillemets, dévoilé par l'infarctus du myocarde. Et donc aujourd'hui, beaucoup de travaux vont se concentrer sur la modulation de l'inflammation. J'ai bien dit modulation et non pas blocage, parce que bloquer l'inflammation, ça a été essayé il y a très longtemps, avec notamment des corticoïdes, et ça empêche la cicatrisation nécessaire à la survie du patient. On risque sinon d'avoir des ruptures cardiaques. Par contre, moduler l'inflammation pour ne garder que ce qui est profitable, la cicatrisation, et éviter ce qui est délétère, c'est-à-dire l'extension de la maladie sur d'autres portions du myocarde qui avaient initialement été épargnées pendant la phase d'ischémie. C'est une des voies d'avenir à laquelle un certain nombre de collègues, dont moi, travaillons activement. Ça veut dire donc que la porte n'est pas fermée, qu'au contraire, c'est presque le début d'une nouvelle ère de recherche. C'est le principe même de la science. Merci. Merci.